Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Soraya Demoura Frère. Comme d'habitude, on va attendre quelques instants. Déjà, bonjour Soraya. Merci d'être avec nous ce soir. Oui, bonjour. Bonsoir à tous. On est pile à l'heure aujourd'hui. Alors, j'attends un petit peu que ça monte. Pour l'instant, il y a quelques personnes qui arrivent. Ok. Donc bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur la page du Forum de l'enfance libre pour la suite de cette série d'entretiens autour de la pédocriminalité. C'est un sujet lourd, mais tout à fait d'actualité, face auquel la réponse est encore trop souvent le silence, l'ignorance, le déni et le tabou. Pourtant, des milliers d'enfants et d'adultes sont concernés. Donc avant de présenter notre invitée de ce soir, Soraya Demoura Frère, comme d'habitude, je fais un petit avertissement. Parce que le sujet des violences sexuelles n'est pas un sujet anodin. En parler ou en entendre parler peut réactiver des traumatismes ou mémoires passées. Si vous vous sentez déstabilisé, perturbé par ce que vous entendez, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et à y revenir plus tard. Toutes les vidéos seront disponibles en replay. Respectez vos limites, c'est très important. Pour être orienté vers une écoute, de la documentation ou un accompagnement thérapeutique, des ressources gratuites vous sont proposées automatiquement en cliquant sur l'onglet « Contacter par message privé » sur la page Facebook du Forum de l'enfance libre. Vous pouvez également nous contacter directement par mail et nous vous redirigerons. Association l'enfancelibre@gmail.com. Donc, bonsoir Soraya. Oui, bonsoir. Donc, Bonsoir. Soraya Demoura Frère, vous êtes brésilienne, psychologue et docteur en psychologie. Vos travaux, au croisement de la psychologie, de la sociologie et de l'ethnologie, ont notamment porté sur le vécu de la maternité après l'inceste. En tant que psychologue, vous accompagnez des victimes d'inceste, entre autres, au sein des groupes de parole que vous organisez à travers l'association Arevi. Vous poursuivez également vos travaux de recherche, toujours sur les violences sexuelles et l'accompagnement des victimes, en particulier en tant que membre du Conseil d'orientation scientifique et technique de l'association Dr Bru, association qui développe et met en œuvre un dispositif d'accompagnement thérapeutique pour les jeunes filles victimes d'inceste et de violences sexuelles intrafamiliales. Soraya, merci d'être avec nous ce soir pour nous partager votre expérience et votre expertise. Oui, je vous remercie également. Vous avez fait des recherches sur donc les femmes et les mères après l'inceste, c'est aussi le titre d'un de vos ouvrages. Ça veut dire quoi pour vous, l'inceste? Au-delà des définitions qu'on peut trouver dans les dictionnaires, qui d'ailleurs sont très restreintes, dans le sens où on va parler d'inceste comme un lien interdit par rapport à un mariage entre deux membres de la même famille et qui déjà dans cette définition va se référer à deux personnes adultes parce qu'on parle de l'inceste en se référant à des liens de mariage interdits entre deux membres d'une même famille, c'est-à-dire qu'il y a même dans les dictionnaires, la notion d'un inceste envers un enfant, il y a déjà un déni. Et vous pouvez prendre n'importe quel dictionnaire en langue française et vous n'allez pas retrouver cette notion comme quoi les enfants ils peuvent aussi, ils sont victimes. Du coup, la définition d'un inceste pour moi, je veux vous donner d'abord une définition imagée parce que j'ai beaucoup réfléchi sur l'inceste, j'ai beaucoup écouté les personnes et je les écoute toujours. L'inceste, c'est une mauvaise rencontre.
pendant l'enfance Mhm. ou l'adolescence. C'est lors d'un croisement ou un carrefour, l'enfant, il croise l'effroi personnifié devant lui. Et de cette rencontre, il aura toujours l'image gravée dans son esprit. J'ai pensé au niveau sonore parce que l'inceste, il vient perturber toutes les sensorialités de l'enfant. Ce serait comme visuellement le tableau, le cri de De Munch. Munch, avec par musique de fond, univers sonore, la musique du film de Hitchcock, Les Oiseaux, plus une odeur pestilentielle qui envahit et un toucher qui à la fois attrape et rejette. Mhm. La forme imagée pour l'inceste, je donnerais, c'est celle-là. C'est le lieu de toutes les contradictions de toucher et jeter en même temps. Et aussi cette sensorialité exacerbée parce que beaucoup de victimes, elles sont envahies par des souvenirs sensoriels autour de l'odeur de l'abuseur, de l'agresseur, autour d'un son qui était émis à un moment donné, au moment des agressions, un gémissement, une respiration. Tout ça, ce sont des souvenirs qui sont traumatiques et qui envahissent le psychisme de la victime. Passer cette définition qui est imagée parce que je pense qu'il ne faut pas rester, je n'aime pas rester trop théorique. Je pense que c'est important aussi de venir sur des notions plus cliniques et aussi même du ressenti. Pour moi, je pense que c'est important parce que de toute façon, quand on écoute des victimes d'inceste, ce sont en général des personnes qui ont développé des capacités extrêmement fines pour la compréhension et même de voir dans les mimiques des personnes, de l'autre, si elles sont vraiment écoutées ou pas, par exemple. Du coup, je pense que parler comme ça de mon côté, de mes ressentis, c'est important aussi. Et si je vais maintenant sur quelque chose, en gardant votre question en tête, qu'est-ce que c'est l'inceste? Dans le livre, j'ai évoqué ça comme un séisme. Un séisme qui va laisser plusieurs plaques tectoniques complètement désorganisées dans le psychisme. C'est le séisme au niveau du corps, le séisme provoqué par le viol, le séisme de l'intime ou l'enfant, un intime qui a été envahi, qui n'a pas été respecté. Son corps a été attaqué. Il y a un séisme aussi autour du symbolique parce que l'enfant, il est projeté en dehors de ses liens familiaux, dans le sens où il ne sait plus, il est dans la confusion, il ne peut plus se référer à sa lignée parce qu'il est lancé dans la confusion. Il y a une attente de son identité. Il y a un séisme aussi autour des liens. Il y a l'inceste, il vient et il y a une attaque des liens qui est extrême.
pour l'enfant, parce que ça vient. L'agression, elle vient au lieu de son sexe, au lieu de son corps, de son identité sexuelle, mais se rajoute à cela le fait que c'est quelqu'un de sa famille et ça le projette dans une confusion dans le symbolique qui est énorme. Il y a aussi un séisme identitaire, hein, de se reconnaître dans un corps de fille ou dans un corps de garçon, avec tout le dégoût que ça va représenter aussi à partir du moment où il a été touché dans son Corps. corps. Et il y a ce séisme comportemental, sexuel et autour du processus de maternité. C'est ça à peu près la thèse du livre. C'est ces plaques tectoniques qui sont complètement bougées et ces séismes à plusieurs niveaux, le corps, le symbolique, les liens, l'identité, le maternel et le féminin. Si vous dites que la définition du mot inceste n'est pas réellement une définition qui va toucher à l'enfance, aux violences sexuelles sur les enfants, quel mot on peut employer pour décrire ça? Est-ce qu'on parle d'inceste? Est-ce qu'on parle de viol incestueux? Quel mot j'emploie? Quel mot vous employez? Oui, j'ai entendu. Je ferai attention à juste garder quand même la notion d'inceste parce qu'il s'agit d'un inceste quand c'est envers un enfant, hein, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire un ravage? Je pense que l'homoséisme aussi, il est très fort aussi. Mais il s'agit toujours de l'inceste. Il s'agit toujours de l'inceste parce qu'il y a les liens de sang et de parents. Hein, même s'il n'y a pas les liens de sang, parce que cette notion qui est apparue d'ailleurs, le terme incestueux, il rentre dans le code français. À partir de 2016, il y a le mot incestueux, hein, dans la rubrique d'agression sexuelle. Maintenant, on peut caractériser un viol comme incestueux. L'inceste n'est toujours pas reconnu en tant que crime, mais il y a aggravation pour un viol s'il est commis au sein d'une famille. Il est caractérisé comme un viol incestueux. Et de ce fait, je pense qu'il faut garder quand même la notion d'inceste. D'accord. Est-ce que l'inceste, c'est seulement le viol incestueux ou est-ce que... Il y a une définition que j'aime beaucoup et que je pense que c'est important d'en parler pour un public qui est assez diversifié et large comme le vôtre. Certaines personnes peut-être le connaissent, mais c'est le terme incestuel qui Hakamié a pensé à ce terme quand il a travaillé en psychiatrie. Et l'incestuel, c'est un climat, c'est une atmosphère où toutes les formes incestueuses, elles sont présentes sans que la forme génitale ou de passage à l'acte soit accomplie. Mais tous les autres éléments, ils sont présents. Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Des exemples, ça serait, c'est toujours lié à une confusion des places, des rôles.
à des difficultés de séparation entre les membres d'une même famille, à des difficultés de reconnaissance de la place, de l'intimité de chacun. Donc, ça va donner quoi comme un exemple? Ça va donner la mère qui raconte à la fille adolescente ou même prépubère sa vie sexuelle, qui va partager avec elle des détails de sa vie intime. Ça peut être aussi le lit parental devient le canapé parce qu'il y a une télé qui existe dans la maison, juste dans la chambre des parents, et qui tous s'endorment ensemble dans le lit parental. Et ça va être un père ou une mère qui rentre sans frapper dans la salle des bains, et où vous voyez, où il y a quelque chose de l'ordre de l'intime et de la séparation des corps n'est pas tout respecté. D'accord. Et l'incestuel, c'est cette confusion-là. Et vivre dans l'incestuel, ça peut être aussi ravageur que d'avoir subi un inceste. Sauf que dans l'inceste, il y a le passage à l'acte avec d'autant plus toutes ces autres notions de non-respect de l'intime qui coexistent aussi. D'accord. Ça veut, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on peut ne pas avoir subi un viol incestuel sans pour autant et avoir été touché par l'inceste dans l'atmosphère familiale. Vous pouvez répéter votre... Oui. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que on peut ne pas avoir subi un viol incestuel, mais avoir été touché par l'inceste simplement par l'atmosphère incestuelle présente dans la famille. Tout à fait. Et ça, c'est très important pour les personnes qui nous écoutent, je pense. Oui. Vous parliez du psychiatre Paul-Claude Racamier. Il parle aussi de transactions incestuelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Ce sont ces transactions au sein d'une famille, comme j'ai donné ces exemples. Ce sont des transactions qui vont avoir lieu et du coup, il va parler de certaines formes, par exemple autour de l'argent et par exemple autour de la nourriture aussi. C'est-à-dire, vous pouvez expliciter? C'est-à-dire cliniquement, ça peut donner dans l'anorexie, cette façon très envahissante des parents et surtout de la mère nourricière, du début de la vie, autour des forçages alimentaires, autour de trop de surveillance autour des selles. Est-ce qu'il y a eu des selles? Est-ce qu'il n'y a pas eu de selles? Avec un intérêt trop envahissant autour finalement des orifices corporels, où l'enfant, c'est difficile pour lui de montrer, d'affirmer sa subjectivité parce qu'il ne peut même pas refuser le reste dans l'assiette parce qu'il faut finir. Il faut finir. Ce n'est pas son désir à lui, mais c'est le désir d'un autre qu'il va falloir qu'il aille plus loin jusqu'au vomissement, et du coup, ce sont ces transactions-là autour de l'argent aussi, par exemple, d'un câlin sur le canapé sans les formes pourtant de passage à l'acte, mais de rester bras dans le bras et après il y a un cadeau si tu restes avec moi. C'est ce genre de choses
il appelle les transactions D'accord. incestueuses dans une famille et ce sont des formes extrêmement variées. Il y a aussi, il y a un autre exemple qui me vient en tête, c'est des familles avec une telle difficulté de se représenter la séparation où tout est tellement confus. Il y avait une famille qui venait en thérapie familiale et qui arrive en thérapie familiale avec un ami parce que l'ami passait quelques jours Mhm. à la maison et ils rentrent dans la séance avec cet ami de la famille. Et pour tous, c'était vraiment quelque chose de anodin, c'est une banalité énorme et presque à pas comprendre pourquoi le thérapeute il reprend ça et qu'il met une limite à ça Mhm. en demandant par exemple cet ami de quitter la pièce. C'est ces genres de confusions qui sont tellement installés pour tous et l'enfant qui grandit dans de tels environnements, c'est très complexe pour lui de se séparer. Mhm. Ok. Et quand on ne peut pas se séparer, parfois on voit à l'adolescence, il faut s'arracher, comme disent les adolescents. Je m'arrache. Parce que le travail de séparation, qui est un travail lent, hein, et il n'est pas fait. Ok. Il y a déjà une question d'un internaute par rapport à ce que vous êtes en train de raconter. C'est Oui, Lulu Louard qui demande quand un frère incestueux ne cesse de parler du corps, de se proposer à montrer ce qu'est le sexe, de faire des blagues, entre guillemets, sur ce thème au sujet de sa sœur abusée devant leur propre mère, qui reste silencieuse, devant des étrangers aussi. Est-ce aussi considéré comme de l'incestuel? Les regards qui en disent long, des habits, salissent. tout à fait. Ok. Je pense qu'il y a, c'est Lulu, c'est ça? Oui. Oui, je pense que là, il ne fait que donner d'autres éléments pour, de compréhension. Et je ne sais pas, il ne laisse pas très clair si c'est lui qui est en train Oui, de... je ne sais pas non plus, oui. Voilà, mais en tout cas, c'est tout à fait un climat. Mhm, L'incestuel, c'est une atmosphère. On est mal à l'aise. On est mal à l'aise sans savoir mhm, dire pourquoi ou le prononcer parce qu'il n'y a pas de passage à l'acte. Tout mhm. reste comme ça dans une ligne qui est une limite et qui, du coup, nous sommes mal à l'aise, nous autres. Est-ce que ce malaise, ça peut alerter aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le climat d'une famille? Oui, oui. Ok, Cliniquement parlant, en clinique, c'est un des éléments qu'on va prendre en compte d'accord. et observer, bien évidemment, observer plus longtemps et prendre le temps de connaître la famille avant de donner, avant d'arriver pour aider aussi à comprendre à ces familles-là. Ok. Soraya, est-ce que nous sommes tous concernés par l'inceste? Je dirais que c'est une question vraiment complexe. Je ne voudrais pas me faire des ennemis, hein, non plus ici. Je vais avec beaucoup de précautions, mais je vais essayer d'être claire. Et si jamais à la fin je ne suis pas assez claire, je demande au public de poser la question ou vous-même, vous me demandez encore de développer. D'accord. Et il y a quelque chose, il y a une dimension dans l'inceste pour l'être humain qui c'est si l'inceste n'était pas désiré, si l'inceste n'était pas quelque chose, même si c'est inconsciemment, hein, ça ne serait pas quelque chose qui serait frappé d'un interdit.
On ne va pas interdire des choses que personne ne désire. S'il y a interdit, s'il y a un interdit, si à un moment donné, pour que les sociétés humaines puissent exister et perdurer, il y a eu besoin qu'une loi ou même des lois, on connaît trois principaux, les interdits qui permettent vraiment que l'humain et l'humanité existent, les sociétés, c'est l'interdit du meurtre, l'interdit du cannibalisme et l'interdit de l'inceste, sans lesquels aucune société peut perdurer parce que si tout le monde s'entretue, parce qu'il n'y a pas d'interdit de meurtre, ou si tout le monde couche ensemble dans les mêmes familles, et ça donnerait vraiment n'importe quoi comme société. Les sociétés ont besoin de ces interdits pour pouvoir exister. Donc, nous sommes concernés tous par l'interdit de l'inceste. Hein? Et il y a une autre dimension qui c'est une dimension plus liée à l'incestualité. C'est-à-dire que dès la naissance, un bébé, un nouveau-né qui vient d'arriver dans le monde, il a besoin des soins, d'une attention, d'une contenance, d'un corps à corps avec un adulte qui va prendre soin de lui. En psychanalyse, en psychologie, en théorie de l'attachement aussi, on comprend tous ces premiers liens qui sont très proximals, qui exigent vraiment un corps à corps, qui exigent des soins qui vont vraiment s'occuper même des parties intimes de l'enfant. On appelle ça des indices d'incestualité et qui vont s'arrêter là. Parce que un indice d'incestualité, il est important parce que ça, le narcissisme du bébé, il a besoin de ça pour se construire. C'est une maman qui va faire un bisou sur le ventre de l'enfant, il va dire « Oh, le beau bidon, le joli bidon », ou alors va croquer le petit pied et qui va « Oh, j'ai envie de croquer ce petit péton ». C'est-à-dire l'enfant, il jubile, il rigole parce qu'il est heureux d'être aimé avec ce corps qu'il commence à découvrir qu'il a. Et du coup, ce corps à corps, il est constitutif de notre identité, de notre personnalité. Il est très important pour la construction du moi. Là, l'incestualité s'arrête à un moment où cette maman qui, au départ, croquait le pied de son bébé, elle va dire « Ah, bravo toi! Bravo, tu fais très bien tomber la tour de Lego. » Par exemple, elle va dire « Bravo toi! » C'est-à-dire que là, elle crée déjà, elle accepte qu'il y ait de cette fusion initiale, originaire, où elles ont eu besoin tous les deux acteurs de cette scène, ils ont eu besoin de ce corps à corps, de cette proximité. Au bout d'un moment, elle va être capable, pas sans un peu de frustration, parce que ça veut dire une castration et une séparation, mais elle va dire bravo toi, tu as fait tes premiers pas, tu as fait telle chose. C'est-à-dire quand elle dit tu, elle suppose du sujet chez son enfant. Ce que l'inceste, il ne fait pas. Oui. L'inceste, il est objectivable. Voilà. Il va prendre ce corps comme un objet pour son plaisir à soi,
sans supposer chez le bébé, chez l'autre, chez l'enfant, une subjectivité et une identité. Et il va s'en servir d'une façon prédatrice de corps de l'enfant. Mhm. Ok, je pense que c'est très clair. Si vous avez des... Moi, j'ai pas eu de questions pendant que vous étiez en train de parler. S'il y a des questions qui viennent, je vous les poserai. Oui. Je voulais passer maintenant au vécu de l'inceste dans la maternité, puisque c'est aussi votre sujet de recherche. Comment se manifeste le vécu de l'inceste dans la maternité? Alors, le vécu de l'inceste, le livre, il parle des femmes et des mères. Parce que j'ai rencontré pour la recherche des femmes qui n'étaient pas devenues mères aussi. Mmh. Et quand on a fait dans le laboratoire de recherche de l'Université de Rouen, et cette recherche financée par l'ADB et orientée par Hélène Romano et Régine Selle, nous avons construit des cohortes où j'ai pu rencontrer des femmes qui n'étaient pas devenues mères, des femmes qui étaient devenues mères et des femmes qui ne souhaitaient surtout pas devenir mères. Mmh. Il y avait ces trois groupes. Et du coup, par rapport à la maternité, je dirais qu'il y a plusieurs paliers. Il y a quelque chose dans l'inceste qui est une attaque, comme on disait tout à l'heure, à cet intime, à cette identité sexuée de la fille, parce que je n'ai pas rencontré des garçons, malgré que je suis consciente que c'est toute une autre, un autre besoin de recherche, parce qu'il y a moins de recherche aussi sur ce sujet. Hein. Et du coup, déjà, quand il y a cette attaque de l'intime, cette attaque du corps à l'enfance, c'est toute l'évolution psychosexuelle qui est atteinte, qui est en danger. C'est-à-dire qu'en arrivant à l'adolescence et au moment où il y a les caractères sexuels secondaires qui commencent à se mettre en place, il y a déjà des mécanismes de défense très rigides qui peuvent se mettre à fonctionner. Par exemple, Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Ah ouais, super. cacher son corps. Cacher son corps, utiliser des vêtements extrêmement larges ou le contraire, hypersexualiser ce corps. Et en tout cas, un rapport au corps qui est déjà marqué par le traumatisme et quelque chose d'une empreinte que ce traumatisme a laissé sur ce corps. Au moment donc d'une rencontre, parce que c'est à l'adolescence en général où il y a les premières rencontres avec des pairs d'âge autour d'une relation amoureuse, il y a déjà d'autres mécanismes qui apparaissent de façon très claire. C'est-à-dire refus complet, refuser d'aller avec des garçons, la peur des garçons, la mauvaise image de l'homme, la mauvaise image de tous les garçons qui sont vus comme des agresseurs, d'une façon où c'est des gros paquets comme ça, sans pouvoir aller au-delà de je vois face à moi une personne. Non, sans pouvoir essayer de connaître tel garçon avec des représentations très massives, très négatives des hommes et des garçons. Il y a eu beaucoup de femmes aussi autour même d'un choix homosexuel qui mettaient en avant le fait qu'elles aient été victimes pendant l'enfance
Je donne cet exemple, mais je reste très vigilante. Je ne veux pas dire par là que toute victime d'inceste devient a des tendances homo-affectives. Et je ne veux pas dire non plus qu'il y a toutes les femmes homo-affectives, elles ont été victimes d'inceste. Non. Mais il y a une tendance qui est apparue pendant la recherche. Alors, pourquoi je raconte tout ça? Parce que pour la maternité, déjà, il y a des gros blocages. Mhm. Et si il y a l'homme qui est vu comme un agresseur potentiel et qui est impossible de mener une relation ou une conjugalité Mhm. avec un homme, c'est déjà moins évident pour le devenir mère. Quoique le devenir mère, je ne l'ai pas envisagé du tout comme le seul avenir de la femme. Hein. Mhm. C'est pas dans ce sens-là. C'est juste dans le sens de essayer d'explorer cette piste de recherche parce que c'est quand même la première recherche universitaire en France. Il y a un ouvrage de témoignage de l'association AIVI Mhm. autour de devenir parent, mais une recherche universitaire, c'est la première en France. C'est-à-dire qu'autour de l'inceste, il y a beaucoup de blocages, Mhm. même par rapport à des initiés, même par rapport à des théoriciens ou des chercheurs. En tout cas, il y a un déni qui est massif hein, autour de la justice, de la société. Mhm. Voilà. Mais là, je reviens sur ce que je disais par rapport à la difficulté de devenir mère parce que tout simplement, j'ai préféré choisir où je me sens plus attirée, où j'ai construit ma sexualité en allant vers une attirance et vers des femmes. C'est un des résultats. Ok. Alors, il y a en amont cette problématique-là. Encore en amont, il y a une autre problématique qui c'est les femmes qui voulaient devenir mères, auraient voulu et qui n'arrivent pas. Parce Mhm. que il peut avoir des phobies de la grossesse. Mhm. Le fœtus vécu imaginairement, représenté comme quelque chose qui envahit le corps, comme un corps étranger qui va se développer. Et ce corps étranger, au fil de fil en aiguille, ça représente aussi cet envahissement au moment des viols De l'agresseur. de l'agresseur. Du coup, il y a aussi le bébé dans la tête pour celles qui ne peuvent pas devenir mères, qui n'arrivent pas. Mhm. Parce que le bébé dans la tête, le bébé imaginé, il est toujours vu comme une victime en potentiel. Et une victime en potentiel, je ne vais pas mettre dans ce monde, je ne Mhm. vais pas accoucher d'un enfant qui va devenir forcément une victime potentielle dans une société qui ne protège surtout pas les enfants. Du coup, avec beaucoup d'intellectualisation, hein, ce n'est pas une critique du tout, ce sont des mécanismes de défense qui je parle de ce mécanisme-là sans aucun jugement, mais je pense que c'est extrêmement important de les connaître parce que dans les groupes de parole dans l'âge adulte, plusieurs fois le sujet de la maternité ou de la parentalité il vient. Et les victimes, elles ont l'impression, les anciennes victimes, elles ont l'impression qu'elles sont les seules à vivre ça, ces difficultés. Mhm. Et le fait
cette thèse a été écrite et que ce livre il vient présenter, en fait, vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas une tare d'avoir ces ressentis-là. Ce n'est pas un échec parce que vous n'êtes pas bon du tout et qui, non, c'est des mécanismes de défense qui se mettent en place. Et alors, du coup, autour de refus aussi, c'est de briser la chaîne de l'inceste. On parle Ça, de... c'est pour les mères, les femmes qui ne souhaitent pas devenir mères, c'est ça? Oui, je n'aurai pas d'enfant parce que dans ma famille, par exemple, il y a des incestes depuis je ne sais pas combien de générations parce que ma arrière-grand-mère était victime d'un tel, ma grand-mère aussi, et ma mère et moi j'ai été, je vais stopper la chaîne de l'inceste. Alors, c'est des mécanismes assez conscientisés quand même, hein, mais il y a d'autres mécanismes qui sont moins conscients. Mais d'autres n'ont pas d'enfants et ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'elles veulent protéger l'enfant. C'est un geste très maternant d'ailleurs, hein, très maternel, très protecteur. Mais elles disent, je n'aurai pas d'enfant, il va rester dans ma tête, cet enfant, mais je vais le protéger, il ne va pas naître. Et aussi, il y a Anaïs Nin qui a laissé une lettre sur l'inceste qu'elle a subi en disant, elle a fait un avortement aussi, et en disant la lettre à l'enfant qui ne devait pas naître parce qu'elle voulait aussi le protéger. Et d'autres qui ne veulent pas avoir d'enfants parce que comme elles ne peuvent pas faire confiance à un père, parce qu'il le leur n'a pas respecté les interdits et que du coup, des filles, elles ont perdu cette place de filles dans la famille et ils sont devenues amantes, hein, malgré elles. Elles ne feront pas confiance à un père pour leur enfant imaginé et présenté. Et il y a eu l'aide à procréation pour certaines femmes qui étaient un couple homo-affectif. Ok. Il y a aussi une autre peur chez certaines victimes, c'est la peur de reproduire. Est-ce que c'est un tabou? La peur de reproduire, elle apparaît aussi et de façon beaucoup plus massive chez les femmes qui ont des enfants, qui ont eu des enfants et qui sont hantées par cette idée-là. Pourquoi? Si vous me permettez, je reviendrai tout à l'heure, mais je pense que c'est important de dire encore qu'autour de la maternité, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a la phobie des examens gynécologiques, le suivi de grossesse qui n'est pas fait. Vous imaginez au niveau de la santé publique, c'est un problème de santé publique, de ne pas aider les enfants victimes d'inceste ou les jeunes femmes anciennes victimes et qu'on ne propose pas plus de prises en charge parce que ça peut aller jusqu'à une mise en danger d'un bébé qui est porté sans accompagnement médical parce qu'elles ont tout simplement une phobie d'être examinées pendant ces examens envahissants avec des objets qui sont introduits et pas possible. Comment on pourrait stopper ça? Ça serait... je ne dirais pas que c'est les victimes qu'il faut qu'elles stoppent ça. C'est que la société, dans son ensemble, il faut qu'elle commence à regarder, commence à écouter toutes les recherches qui ont été faites. Ce n'est pas par manque de connaissances qu'on ne va pas plus loin.
même au niveau de la justice, même au niveau des prises en charge, du suivi, des accompagnements. C'est pas par manque d'éléments théoriques et cliniques. On sait les ravages qui fait l'inceste, on connaît, et on connaît de plus en plus, on a connu d'une forme clinique autour des textes Princeps, de Ferenczi autour du traumatisme, de Racamier autour de l'incestuel. Ça permet de penser l'inceste et les transactions, mais on a aussi aujourd'hui toutes les avancées des neurosciences avec vraiment et l'imagerie médicale avec des recherches qui montrent comment le cerveau il est atteint, comment il y a des zones qui sont atteintes par le traumatisme et comment il y a des hormones, par exemple les hormones du stress. Les victimes, cet effroi dont j'ai parlé au départ avec la musique de Hitchcock et le cri de Munch, c'est un stress, ça représente le stress post-traumatique auquel ces personnes sont confrontées au quotidien et pas qui est pendant la journée, pendant le sommeil, avec des réveils, des cauchemars. C'est vraiment épuisant. C'est très souvent des personnes qui sont épuisées par ces mécanismes-là de stress. Et du coup, comment stopper tout ça? C'était votre question. Oui. Il faut qu'on commence à regarder du côté de tout ce qui a été fourni comme recherche, comme connaissance. Et sortir du déni finalement, sortir d'un déni. Il y a un déni autour de tout ce qui a été dit par l'inceste et à chaque fois on redémarre d'autres recherches parce que c'est encore pas suffisant. Mais et concrètement, on pourrait déjà mettre en place certaines choses pour aider ces victimes d'inceste, notamment dans la maternité. Tout à fait, tout à fait. Comme quoi? J'avancerai au niveau de celles qui ont eu des enfants, parce qu'il y a des informations très importantes par rapport à celles qui ont franchi le pas de devenir mère. Et que c'est important de dire aux personnes qui nous écoutent parce qu'il y a moins de solitude. Il y a moins, elles se sentent moins seules aussi, les personnes. Du coup, autour de la maternité, il y a déjà au niveau de la grossesse des dépressions, parfois, pas dans tous les cas, des dépressions puerpérales. Il y a aussi des accouchements traumatiques où il y a une réactivation du traumatisme. Dans la recherche, je me rappelle de 3 situations qui me sont restées vraiment, des images qui me sont restées d'une incision au niveau pour élargir, pour le passage du bébé, avec une réaction sans prévenir la femme, parce qu'elle avait demandé en fait de ne pas subir cette petite incision. Et avec une réaction spectaculaire où elle met les pieds, il y a toutes les machines qui tombent, et ça pendant un accouchement, et où toute l'équipe était sidérée, parce qu'elle criait, et parce que ça avait réactivé le traumatisme, cette invasion qu'elle a subie, et ça a réactivé l'accouchement, lui seul peut réactiver. Et par contre, au niveau de la prise en charge, comme vous avez demandé, une femme qui avait parlé de l'inceste à sa sage-femme, qui avait prévenu toute l'équipe en salle d'accouchement, elle avait prévenu, je vais partager ce secret
avec l'équipe, elle a donné son accord et du coup, l'équipe qui disait « Mais allez-y, madame, allez-y !» Et elle criait « J'ai ma mère, je la déteste !» Il disait « Allez-y, madame, lâchez-vous, on est là avec vous !» Et qui, vous voyez comment une prise en charge, humaniser la personne. Et il faut qu'on puisse commencer à faire quelque chose parce que des moyens de faire, il y en a. Mais il faut vouloir. Et bien évidemment, c'est des moyens financiers aussi, mais c'est peut-être aussi des moyens qu'on peut essayer d'avoir d'autres façons. Hein. Et, alors du coup, l'accouchement peut aussi être vécu comme quelque chose de purificateur. Hein, qui va purifier. Avec le passage du bébé, je me suis sentie lavée de toute la saleté de l'inceste et mon enfant, c'est la chose la plus merveilleuse qui m'est arrivée. Il m'a lavé, il m'a donné pour la première fois l'impression que mon corps, il est fait pour des belles choses et il est capable des choses magnifiques et qui sont en lien avec la vie et pas avec la mort. Alors l'accouchement, il a aussi cette capacité de donner de la résilience et des choses complexes autour du retour à la maison avec le bébé, autour des premiers liens, avec des attachements compliqués parce que comme l'incestualité, elle doit être présente dans ce corps à corps, dans la mise au sein d'un nouveau-né, et dans le soin donné aux parties intimes, au moment d'un bain ou d'un change de couche. Tout ça, c'est mis en danger dans le sens où il y a des conduites d'évitement pour beaucoup de femmes. Vous m'aviez dit au téléphone, vous m'aviez cité une femme qui vous avait dit « Je ne touche pas ma fille car j'avais toujours peur que ma main aille trop loin ». Oui. Quelle est la limite finalement? Voilà, c'est d'ailleurs la question que vous m'avez posée beaucoup plus avant. Oui, sur la peur de reproduire, oui. Ça, et que je vous ai dit, je me permets de vous répondre tout à l'heure. La peur de reproduire, c'est finalement, comme les liens ont été pervertis et que les notions des plaisirs et d'amour ont été complètement confusionnées et confusionnantes pour la femme, cette main qui va, cette peur de la main qui va trop loin, c'est en fait la confrontation avec le réel du génital de son bébé qui va tout simplement pour recevoir un soin, mais qui renvoie trop d'images, de représentations de ce qu'elles ont subi, avec parfois des mécanismes plus complexes qui peut-être je ne développerai pas ici parce que ce sont des choses qui sont très théoriques, mais d'une identification projective vers l'agresseur et qui, c'est comme si elles avaient cette part de l'agresseur qu'elles avaient en elles. Parce qu'au bout d'un moment, la plupart des enfants qui vivent en inceste, ils essaient de protéger ce parent, ce proche parent, hein, si c'est un grand-père ou une mère. Ils essaient pour rester dans l'humanité, pour ne pas sortir de cette humanité qui est frappée d'interdit pour qu'elle devienne vraiment humaine et qu'on soit humanisé, pour garder quand même quelque chose d'humain, elles vont porter la culpabilité presque. Presque, elles vont porter la culpabilité pour l'agresseur parce que de son côté,
et elles perçoivent petit à petit qu'il n'y a pas. Cette demande de tendresse du départ, hein, de ce corps à corps que le bébé, il le désire aussi, il est dans cette demande de tendresse, c'est la confusion des langues de Hengzi, par exemple, la confusion des langues entre l'adulte et l'enfant. C'est que l'enfant il demande de la tendresse et l'adulte il sexualise, il donne un autre langage, il répond par une autre langue et il va sexualiser ça. Et du coup, pour une personne ancienne victime, qui a vécu tout ça et qui a en elle des parties qu'elle a intégrées, hein, de l'agresseur, et elles ont ce qu'on appelle des phobies d'impulsion. Exactement. Nicole Andrieux, qui est sage-femme et présidente autour de la bulle, elle fait partie de Stop aux violences sexuelles. On la reçoit demain et elle parle aussi de l'hyper-nursing ou nursing pathologique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce tabou? Oui. Et le nursing pathologique, ce serait cette, comment dirais-je, cette façon, cette sidération, mais aussi fascination que l'on cherchait. Cette fascination par les organes intimes, génitaux de l'enfant. Et où elles vont passer beaucoup de temps à faire des lavages, à donner des soins, à étaler des crèmes. En tout cas, ça va bien au-delà des besoins, hein, de soins et de propreté pour l'enfant, mais qui vient déjà vers quelque chose de l'adulte qui ne s'occupe pas de l'enfant parce que l'enfant est au centre de ses préoccupations, mais qui va faire pour soi. Donc l'enfant est un objet en fait. Un objet. Ok. Tout à fait. Et je pense qu'elle a tout à fait raison de rappeler cet aspect parce que c'est aussi lié à cette partie de l'abuseur qu'elles ont introjectée. Et c'est extrêmement complexe de séparer. En fait, se sortir progressivement de l'inceste, c'est un chemin qui est long. Mais une des choses à faire, c'est de séparer progressivement ce qui est de la personne et ce qui est de l'agresseur, qui est resté comme une empreinte, comme une colle qui s'accroche à elle. Qu'est-ce que vous dites aux victimes qui ont peur de faire mal à leur bébé, à leur enfant et d'être dans le soin? Donc, parce qu'il y a les mamans qui font beaucoup de soins, etc., qui sont dans cette hyper-nursing, et puis il y en a d'autres qui veulent surtout pas toucher aussi, parce qu'elles ont peur. Oui, dans la liste, il y a celles qui ont peur de donner le sein, qui écartent l'enfant, mais il y a celles, j'ai rencontré des femmes qui ont donné le sein jusqu'à des âges très tardifs. Tardif, c'est 9-10 ans. Ok. Et ça, c'est un climat incestuel. Ça, c'est un climat incestuel. D'accord. Cette proximité, cette incapacité, cette difficulté d'être dans la séparation et finalement un mot qui va venir, qui est très théorique, mais dans la castration, c'est-à-dire l'enfant, il n'est pas ma chose, il n'est pas à moi, je ne veux pas me faire du plaisir à moi, il est un sujet à part entière et je vais accepter, je vais acquiescer qu'il parte, qu'il ne m'appartienne pas. Et dans l'inceste, l'enfant, il faut qu'il appartienne. L'inceste, c'est comme une colonisation, coloniser le psychisme de l'enfant. C'est comme on colonise un pays.
on vient coloniser le psychisme, c'est-à-dire que la marque de l'envahisseur, elle est là, cette empreinte, elle reste. Alors du coup, et ça vient interférer dans ces premiers liens avec l'obsession parfois de protéger l'enfant. Vraiment, il ne faut pas que mon enfant n'ira pas à la crèche tant qu'il ne sait pas parler, il va aller qu'à l'école parce que là, je suis sûre qu'au moins il sait parler et qu'il pourra me dire s'il y a un autre adulte qui l'a touché. Et qui elle-même elle se rende compte, mais moi, je n'ai pas parlé. Ce n'est pas une garantie qu'ils viennent parler, mais elles mettent des mécanismes de défense. Alors, elles ont peur de cette séduction nécessaire et qu'on a parlé tout à l'heure. Elles ont peur de l'incestuel, finalement. Corps à corps qui rappelle trop et qu'il n'y a pas une garantie. Et c'est quoi la limite? C'est quoi la limite entre l'incestuel et indices d'incestualité qui sont nécessaires, fondateurs, et certaines ont peur de dérapage, elles ont utilisé ce mot dérapage. Et le dérapage, voilà. Et qu'est-ce que vous leur dites pour les sécuriser, en fait? Écoutez, moi, j'ai plus envie de dire des choses aux professionnels. C'est à eux de faire le travail. Ok. C'est pas une maladie, l'inceste. On a trop la tendance à voir que les symptômes et de dire ah oui, mais ça, c'est des hallucinations. Ah, mais ça, elle est trop déprimée. Et déjà donner des médicaments et déjà, parfois le médicament est nécessaire, bien évidemment, je ne suis pas contre. Mais on regarde les symptômes et on voit que les symptômes. On voit qu'il y a des phobies, on voit qu'il y a des dépressions, on voit qu'il y a des tentatives de suicide. J'ai envie de dire des choses aux professionnels, c'est essayer de comprendre qu'une maman qui a du mal à donner le sein et qui a un geste de rejet ou de refus ou de protection par rapport à son bébé, c'est déjà dans la période avant la naissance qu'il faut former les professionnels à une prévention précoce, à un dépistage précoce. C'est aussi les PMI, c'est aussi les pédiatres, c'est aussi les assistantes maternelles, c'est tout un tas de professions, des professionnels qui sont autour des femmes enceintes, et des femmes accouchées et des jeunes mères. C'est à eux qu'il faut vraiment pouvoir parler parce que c'est à eux de dire des mots et d'humaniser ces symptômes-là, de dire ça arrive, madame. Ça en dit long peut-être autour de votre histoire. Ça suffit déjà pour qu'une femme, elle dise plus, pour qu'elle puisse s'ouvrir, pour qu'elle puisse dire oui, c'est... Mais le grand enseignement de cette recherche, c'était que les femmes qui ont pu chercher de l'aide, qui ont été accompagnées en amont de la grossesse et qui ont pu parler, chercher de l'aide, c'était des expériences vraiment touchantes. Parce qu'elles ont été accompagnées. Je me rappelle d'une assistante de famille, quelqu'un avec juste un diplôme pour pouvoir, aidante familiale d'ailleurs. Une aidante familiale parce que cette maman, elle avait déjà 3 enfants, mais elle a pu toucher parce que c'était des garçons, elle a pu laver ses enfants et s'en occuper. Au moment où elle a un 4e enfant et c'est une fille, elle est dans l'impossibilité de toucher sa fille, donner le bain. Et du coup, il y a une aidante familiale qui est venue l'aider et elle montrait avec une
telle bienveillance. Elle disait, mais allez-y, madame, vous faites comme ci, vous faites comme ça. Et cette femme, elle me dit, finalement, elle était comme, pour moi comme une mère de substitution. Mhm. Elle a été pour moi cette personne qui a dit, tu es capable, tu ne vas pas lui faire mal. Et du coup, s'il y a un mot que je peux dire, c'est plutôt aux professionnels. Essayer de connaître et comprendre les difficultés des mamans, des jeunes mamans. Ok. En tout cas, c'est un très beau témoignage. Merci. Il y a une question d'un internaute qui demande: est-ce qu'une femme victime d'inceste dans l'enfance peut-elle devenir très contrôlante? Oui, j'ai pas Est-ce que vous une femme victime. Oui, une femme victime d'inceste peut-elle devenir très contrôlante avec ses fils? On a vu tout à l'heure qu'il y a les représentations de l'homme, hein, des garçons et des hommes, très généralement, très souvent, presque la totalité des femmes ont une représentation d'un homme comme dangereux, comme Mhm. agresseur potentiel. Du coup, il y a des mécanismes qui sont mis en place. Est-ce qu'une maman, elle devient contrôlante pour contrôler quoi finalement? Qu'il fasse Mhm. pas mal à une petite sœur ou qu'il ne devienne pas agresseur à l'âge adulte? Ce serait vraiment au cas par cas. Hein? D'accord. Mais en tout cas, ce que je peux dire à cet internaute, c'est que les dynamiques de contrôle sont très souvent liées aux conséquences de l'inceste. Mhm. Ok. C'est de devenir contrôlante pour pas... parce qu'elles ont vécu l'emprise. Elles ont vécu une emprise de la part d'un autre. Et parfois, les victimes apprennent très tôt à contrôler tout, à contrôler même un mouvement des yeux de l'agresseur, elles reconnaissent. Et, et du coup, certaines deviennent très contrôlantes, oui, Mhm. et liées à l'emprise et aux craintes aussi Ok. de l'autre. Vous parliez des problématiques de filiation qu'entraîne l'inceste. Par exemple, une fois qu'il y a eu viol, la fille perd sa place de filiation, jusqu'à pour certaines devenir l'amoureuse du papa, entre guillemets. Comment on sort de cette distorsion? Oui. Comment on sort? Je vais en parler à la fin de mon petit développement. Et l'enfant, il est projeté dans la confusion, comme j'ai déjà mentionné, Mhm. où la place dans la lignée familiale ou dans la filiation, c'est pour ça que certains auteurs, ils vont parler de l'inceste, c'est un crime contre l'identité, c'est un crime sexuel, mais il est moins un crime sexuel qu'un crime contre le symbolique. Mhm. C'est-à-dire, c'est les liens de filiation. Parce qu'une fille qui ne peut pas se référer à son père en tant que père, parce qu'il n'a pas été un à un moment donné, par exemple, et c'est très difficile et très confus. Parce que finalement, se référer à sa lignée, c'est très important pour construire son identité. De pouvoir dire à mon grand-père, je suis fière parce qu'il était, je ne sais pas, il était
un journaliste et qui aujourd'hui j'écris parce que je pense à ce grand-père qui m'a donné cet exemple de vie. Et mon père, c'est très important en tout cas de pouvoir se référer à sa lignée et à sa famille dans ces liens de filiation d'une façon qui ça nous donne une place dans les générations. Au moment où il y a l'inceste, il y a la confusion et l'enfant, il est projeté, il est éjecté de cette, Place. oui, de cette place et de ce fonctionnement qui finalement est très constitutif, très constituteur pour lui, très, très important pour son identité. Et du coup, comment s'en sortir de ça? C'est extrêmement complexe parce que l'une des plus complexes conséquences de l'inceste pour des personnes qui ont travaillé, qui ont compris les transactions familiales, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans cette famille, est-ce que ça vient d'une génération d'avant, etc. Quand elle a déjà compris beaucoup de choses, quand elle a déjà compris beaucoup de ce qui se passe dans son corps, tous ces mécanismes de défense, la dissociation, parce que c'est comme si elles avaient besoin, pour certaines, d'une psychoéducation pour dire, mais finalement, c'est ça la dissociation, c'est ça une phobie d'impulsion. Et quand elles entendent ça, ça apaise. Et sans sortir de l'inceste, c'est séparer petit à petit ce qui est de moi, ce qui m'appartient et ce qui appartient à ce que j'ai, à la conséquence de ce que j'ai subi. Du coup, la plus grosse conséquence, et c'est celle-là que j'estime qu'il n'y a que le deuil qui peut régler, c'est l'envie, le désir d'avoir une famille qui fonctionne normalement. Une famille qui protège, d'une mère qui vient protéger, bien évidemment et heureusement, il y a celle qui protège. D'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on s'intéresse aux mères qui protègent leurs enfants. Je pense que ça donnerait toute une autre ligne de recherche autour de l'inceste. Parce qu'il y a un adulte qui vient dire ça, c'est un interdit. Il y a ton père, ton oncle, ton grand-père, qui a fait quelque chose qui a transgressé. Je suis curieuse de connaître. Je ne suis pas au courant des thèses qui s'intéressent à quand il y a un adulte protecteur dans la famille et là pour l'enfant. Du coup, c'est dans les liens les conséquences les plus graves parce que même à l'âge adulte, même des victimes que je rencontre dans les groupes de parole qui ont 60, 70 ans, voire plus, et qui disent, j'ai fait beaucoup de chemin, j'ai compris beaucoup de choses, mais la douleur de voir ma famille qui est toujours me disent que j'ai foutu le désordre, que j'ai cassé la famille, que j'ai détruit la famille, d'avoir parlé. C'est-à-dire que ce poids-là, dans les liens, c'est là où c'est le plus complexe de s'en sortir. Okay. Vous parlez aussi d'une autre conséquence de l'inceste sur le corps. Comment le corps garde-t-il en mémoire ces traumatismes de violences subies? Je pense que je l'ai cité au départ, autour des sensorialités. Oui, c'est vrai, oui. Et les sensorialités qui sont complètement envahies, perverties, qui rappellent tout le temps
Et pour citer des exemples aussi, il y a tout ce qui est autour du mot peau, hein, parce que comme la peau, c'est un organe, il ne faut pas oublier que la peau, c'est un organe. Et c'est un organe qui est limite entre l'extérieur et l'intérieur. Et on voit quand les problématiques de limite entre moi et l'autre, elles se mettent en place et créant la confusion pour l'enfant, comment les attaques contre la propre peau, elles sont très fréquentes dans l'inceste, avec des scarifications, hein, sur les bras, sur les cuisses, sur le ventre, sur les seins. Et comment d'autres attaques contre le corps, des tentatives de suicide aussi, qui ne visent pas autant la mort, mais l'arrêt de la souffrance. C'est pas une tentative de finir avec la vie, mais en finir avec la souffrance plutôt. Et avec des attaques au corps, la mise en danger du corps avec une sexualité où il y a prise de risque importante avec des partenaires qui se multiplient sans aucune précaution prise, comment le corps il peut encore manifester des maux de ventre, même autour des dents aussi, surtout quand il y a eu des fellations, l'enfant a été obligé à faire des fellations, et un mauvais soin de l'hygiène de la bouche, c'est très, très, très vaste. C'est très vaste. Est-ce qu'on peut physiquement guérir, entre guillemets, de ces conséquences des violences? Par exemple, le fait de se sentir sale, d'être dans l'incapacité de se regarder dans un miroir. Et je suis tout à fait persuadée. Ok, ça donne de l'espoir pour les personnes qui Je suis nous tout écoutent à et fait qui sont... persuadée parce qu'il y a, comme je vous disais tout à l'heure, des enseignements, il y en a. Il suffit d'aller regarder de plus près. Il y a des enseignements de tout type. Il y a ceux qui ont démarré le siècle dernier, avec, ou en début du siècle, avec Ferenczi, qui restera sur quelque chose de très clinique. Mais avec l'évolution du temps, il y a tous les enseignements autour de l'attachement, il y a tous les enseignements autour des neurosciences, des mécanismes, il y a des nouvelles approches dans la prise en charge, des approches beaucoup plus, moins dans la seule parole, mais avec un regard aussi porté aux souffrances autour du corps. Il suffit juste de s'intéresser et de faire un travail parfois pluridisciplinaire. Très souvent, pour des personnes qui viennent me voir, il y a d'autres professionnels autour que on va travailler ensemble. Parce que c'est comme si les enveloppes corporelles étaient déchirées et qui pour recoudre, pour recoller ce corps qui est déchiré, qui est abîmé, il faut plusieurs personnes pour entourer, pour donner une sensation d'humanité et d'unité. Alors du coup, je suis persuadée qu'on peut s'en sortir. La seule difficulté, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est celle autour des liens. Et qu'il a la seule issue. Et aussi, c'est les anciennes victimes qui m'ont montré ça dans les groupes de parole. Une issue possible, c'est le deuil. C'est de ne plus avoir l'espoir
d'avoir le pardon demandé par rapport à l'agresseur, ou que la mère, elle vienne à reconnaître parce qu'il y a dans des familles incestueuses des incapacités de se mettre à la place de l'enfant victime. Je voulais aborder avec vous un dernier gros thème autour de la sexualité de la femme adulte. Quelles conséquences de l'inceste pour la sexualité de la femme adulte? Vous avez parlé tout à l'heure de l'excès dans la sexualité. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences? Il y a le refus total aussi, hein, soit une sexualité avec un homme, mais aussi avec une femme. Et un refus total, il y a des mises en danger, il y a aussi des comportements sexuels qui restent traumatiques. Hein. C'est-à-dire? Chez les enfants, il y a les jeux traumatiques. Hein. C'est des jeux qu'on voit qui sont en train de mettre en scène là et des choses liées à un abus et à une agression qu'ils sont en train de subir. Et chez les adultes, il y a des comportements sexuels qui sont traumatiques aussi, c'est-à-dire qu'il y a un exemple, c'est des pratiques sadomasochistes, par exemple, où le fait d'avoir toujours besoin que ça soit dans la douleur, ou que ça soit quelque chose d'aviltant, aviltant, je ne sais pas si ça existe. Avilisant, humiliant. 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 Humiliant, parce que il y a dans ce glissement de la demande de tendresse de l'enfant, quand ça glisse vers le langage adulte d'une sexualité adulte à laquelle il n'est pas prêt, ni physiquement ni psychiquement, et qu'il est confronté à la sexualité adulte avant heure, cela va laisser des traces comme si il va confondre cette demande de tendresse et une réponse avec violence. Du coup, violence et tendresse sont tellement amalgamées. Et comme on disait tout à l'heure, que l'inceste, pour s'en sortir, c'est toute une problématique de séparation des eaux, hein, séparation des zones, de ce qui m'appartient et ce qu'appartient à l'agresseur. Ça fait que c'est confus. Elle s'imagine, elle se confondent presque avec l'enfant qui demande de la tendresse et elles vont mettre en scène des choses dans la violence. Dans la violence. C'est important de le dire, on avait une question par rapport à ça aussi, parce que ça peut rassurer les victimes qui sont concernées et que ça peut expliquer aussi parfois pourquoi on va chercher ces pratiques extrêmes dans la sexualité. Oui, oui, oui. Et il ne faut pas oublier aussi l'image de soi qui est très abîmée. Hein. L'image de soi très abîmée parce que l'enfant il se sent plutôt coupable. Il se sent plutôt coupable parce que comme... Et là, bon, on a encore quelques petites minutes. On peut déborder un peu si vous avez le temps. Et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ces désirs, ces demandes de tendresse qui vient de l'enfant, c'est que quand il a la réponse sexualisée, il a en tête quand même que c'est peut-être moi, c'est à la faute. La faute est à moi, c'est ma faute. Et ça, pas que quand ils sont enfants. Certaines victimes vont grandir avec cette image-là, comme si soit elles avaient bien mérité, soit c'est elles qui ont cherché, ou parce que il y a cette incestualité qui est constitutive
et qu'elles ont demandé de la tendresse, mais elles n'arrivent pas à voir que c'est l'adulte, c'est à l'adulte de se donner des limites. C'est à l'adulte d'introduire l'enfant dans l'humanisation. Il y a certains auteurs qui voient dans l'inceste un crime contre l'humanité. C'est très intéressant de s'intéresser à ces auteurs-là, qui voient dans l'inceste un crime contre l'humanité, qui ça devait être classé en tant que, même au niveau de, pour dénoncer, il prône qu'il ne faut pas avoir la période là qui maintenant ça se prolonge à 30 ans. Hein? Ah, les délais de prescription. Délai de prescription. Et que ça soit indéfini, comme pour les crimes contre l'humanité. Parce que comme on connaît de mieux en mieux ces mécanismes que certains appellent la mémoire traumatique et d'autres appellent l'amnésie traumatique, hein, et ça peut être à l'âge de 50 ans que les souvenirs reviennent. Du coup, c'est un crime contre l'humanité de l'enfant parce qu'il est mis à la place d'un objet et même la place d'un animal. C'est pas dans la culture en tout cas. La culture, elle est fondée sur des interdits. Du coup, l'enfant, il est déshumanisé, il est éjecté en dehors. Hors de la culture, ouais. Hors de la culture. Alors, le travail, c'est de pouvoir faire comprendre tout ça aux personnes qui prennent en charge et les juges et les lois et que le travail il soit fait et il y a une recherche, toutes les recherches d'ailleurs de Dorothée Ducy, l'anthropologue, et elle fait l'inceste, elle écrit l'inceste bilan, le bilan de savoir. Et elle va dire que finalement, elle pense que l'interdit, il ne tombe pas autant sur l'inceste lui-même parce qu'il arrive partout, tout le temps, hein, toutes les nuits, tous les jours. Mais l'interdit, c'est d'en parler. C'est le silence. C'est un interdit d'en parler qui est terrible, qui est terrifiant et que c'est dommage même pour l'avenir de l'humanité, dans le sens où c'est quelque chose qu'on va pouvoir transmettre quelque part au niveau transgénérationnel, soit par nos peurs autour de l'attachement, et qui finalement l'enfant il va être dans une détresse d'attachement liée à l'attachement, soit parce que on va être dans la répétition, parce que ça arrive aussi, hein, des situations où il y a la reproduction des agressions vécues. Et tandis que si on accompagnait vraiment, on regardait de près cette problématique, on pourrait être dans la prévention précoce ou des problèmes autour de la maternité. Comment vous expliquez que malgré l'interdit, l'inceste, c'est un fantasme récurrent qu'on retrouve notamment dans la pornographie? C'est lié à ce que je disais tout à l'heure entre l'inceste et l'incestuel. C'est que ce corps à corps, ces liens d'attachement très fusionnels du départ de la vie d'un enfant, parce qu'il faut en passer par là, parce que ça, au niveau de son identité, son narcissisme, et il faut qu'il traverse ces périodes où il y a un lien avec un autre qui s'occupe de lui. Finalement, l'enfant, et j'ai la chance de travailler en crèche, c'est qu'ils sont
ils regardent leur maman ou leur papa avec des yeux. Oh, ils sont vraiment enchantés de ces adultes-là qui, qui s'occupent d'eux et qui sont dans la bienveillance. Du coup, ça génère au niveau fantasmatique des souhaits inconscients de ne plus jamais rompre ces liens, finalement. Mhm. Ah, ma maman, je la veux pour moi. Mon papa, je le veux pour moi et moi toute seule. C'est à l'adulte d'accompagner l'enfant dans cette séparation, dans la Mhm. frustration, dans la castration, c'est-à-dire, bah, toi, tu n'es pas le centre de mon monde. Hein, on ne va pas dire que c'est à l'enfant comme ça, mais petit à petit, on va le montrer, on va introduire dans la frustration, les limites petit à petit. Et finalement, l'enfant, il va comprendre que c'est à l'extérieur de sa famille qu'il va trouver des objets de pensée et d'intérêt et de savoir qui vont l'intéresser. Du coup, euh, c'est très lié à la question de la construction même de la pensée et du savoir. C'est des théories, les théories sexuelles infantiles, les mythes infantiles qu'ils construisent autour de la Mhm. naissance, etc. Et du coup, si vous pouvez répéter votre question, je vous remercie. La question c'était du coup pourquoi ben, en fait vous avez répondu en fait pourquoi le fantasme de l'inceste est récurrent dans la pornographie. Oui. Du coup, c'est toutes ces affects Oui. qui sont très présents chez les enfants avec ce désir de union, de communion, de Mhm. fusion, qui ça ne se rompt jamais. Dans l'inceste, il y a continuité. Mhm. Au moins dans la tête folle de l'agresseur, c'est pour être dans la continuité. Mais il faut la séparation finalement. Mais ces fantasmes-là, ils restent de Ok, façon il reste présent. consciente. D'accord. Oui. J'ai alors deux questions des spectateurs. Une question par rapport aux allergies, c'est Delphine Gerlet, donc du Centre existentiel, qui rajoutait les allergies dans les conséquences médicales aussi, quand vous parliez de la déprime, etc. Est-ce que vous pouvez en parler en deux mots? Et je crois que tout à l'heure, merci à Delphine Gerlet du Centre existentiel, où j'ai la chance de travailler avec cette équipe magnifique. Et pour une fois, beaucoup de professionnels qui s'intéressent aussi à la question du corps, de l'inceste. Et du coup, je pense que j'ai abordé très rapidement cette question en parlant du moi peau. Mhm. Hmm. Ok. Ma peau de un yeux. Hein, parce que la peau, c'est cet organe qui vient, qui, qui, qui fait la séparation entre ce qui est intime, ce qui est caché et ce qui se donne à voir. Mhm. Et euh, j'aimerais bien connaître davantage tout ce qui est autour des maladies ou des attaques Mhm. contre sa propre peau. J'entends et je rencontre aussi des personnes qui ont ce type de problématique, Mhm. mais je pense que c'est lié à cette, à cette caractéristique que je vous donne, toute la peau en tant que séparateur entre moi Mhm. et l'autre, entre le cachet et ce que donne à voir, entre l'intime et le public. Et du coup, la peau, elle va faire symptôme, elle va
ça gratte, ça s'abîme, ça fait du pu parfois. Et avec toute cette problématique d'une image de soi qui est mauvaise Mhm. et, et, qui, et qui est là et qui, en fait, c'est parfois, quand c'est très visible, c'est presque une demande de secours, au secours pour certains enfants. Demande au secours. Mhm. Ok. Sans les... C'est une manière visible de montrer qu'il y a quelque chose. Oui. Ok. Il y a une deuxième question, c'était par rapport à, vous avez parlé donc du sujet sur l'homosexualité et l'inceste, et il y a deux personnes qui demandent si vous pouvez approfondir, Approfondir. c'est-à-dire aller plus loin dans votre explication. Est-ce qu'il y a des recherches qui existent sur le lien entre l'homosexualité et l'inceste? Et pas à ma connaissance. Ok. Je ne sais pas s'il existe. Après, aujourd'hui, avec Google, c'est facile de mettre par mots-clés. Ce qu'on peut faire, c'est que je passerai par vous, le Forum de l'enfance libre, pour donner après des bibliographies que vous allez pouvoir diffuser si, si je trouve. Mhm. Vous avez entendu? Oui, oui, j'ai entendu ça un peu bugger, mais je pense que c'est passé. Je vais finir sur une dernière question. Vous parlez tout à l'heure de Dorothée Ducy par rapport au silence de l'inceste. On fait souvent passer aux victimes le message un peu réflexe qu'il faut parler. Mais est-ce qu'il faut toujours parler et peut-on toujours parler? Hmm. Voilà. L'inceste, déjà, pour l'enfant, il est mis à la place d'un objet où il n'a pas le choix. Il faut qu'il soit là pour être utilisé par un autre. Il est instrumentalisé. Du coup, à mon avis, et c'est la thèse du livre aussi, c'est qu'il n'y a pas d'injonction possible Mhm. à ce niveau-là. Il faut en parler. Non, il ne faut pas en parler. C'est au cas par cas. C'est chaque personne qui va décider si elle est en confiance d'en parler ou si elle n'est pas en confiance. S'il y a d'autres facteurs qui comptent pour qu'elle ne puisse pas en parler, dans la recherche, il y a des mamans qui se posaient la question, est-ce qu'il faut que j'en parle à mes enfants? Il n'y a pas de recette en tout cas. Mhm. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est que pour parler de l'inceste, à ces enfants, il faut pouvoir les historiciser. Il faut que les personnes soient arrivées à un point où elles puissent raconter l'inceste comme faisant partie de leur histoire, Mhm. mais qu'elles ne soient pas complètement détruites au moment où elles en parlent. Parce Mhm. qu'elles sont complètement abîmées et tristes et d'en parler de ça. C'est important de pouvoir historiciser. Il n'y a pas de il faut, c'est encore de faire une injonction aux victimes et chacune va faire à son temps. Déjà qu'elles ont beaucoup de difficultés à se repérer par rapport à leur temps, à leur désir. Et en parler, c'est pas non plus quelque chose dans notre société qu'on est sûr d'avoir toujours une écoute. Hein? Parce que pour en parler, il faut déjà avoir un autre qui veuille écouter. Mhm. Parce que en parler et révéler, c'est pas la même chose. Parce qu'on peut révéler, on fait une révélation et de l'autre côté, on va pas nous croire, on va pas, ou on va dire mais c'est passé, maintenant c'est trop tard, tu es une adulte. Du coup, pour en parler, oui, mais avec des personnes qui veuillent aussi Mhm. entendre. Ok.
Merci beaucoup, Soraya Desmoura Frères, d'avoir passé ce temps avec nous ce soir. Demain soir, retrouvez-nous donc à 20 heures, où nous poursuivrons sur la même thématique qu'aujourd'hui avec la sage-femme Nicole Andrieux. Nous parlerons de grossesse et de parentalité à travers sa pratique d'accompagnement des parents et futurs parents qui ont eux-mêmes été victimes de violences sexuelles. Nous mettons également à disposition gratuitement sur la page de l'Enfance Libre le lien vers le documentaire Primum non nocere, réalisé par Éric Lemasson et financé par le CHU de Strasbourg, le CNGOF, Semeur d'étoiles et le réseau Naître en Alsace, dans lequel notre invité de demain intervient aux côtés d'autres professionnels afin de sensibiliser à la prise en charge de victimes de violences sexuelles en périnatalité. Et je vous invite fortement à le voir avant demain soir. Et moi, je vous retrouve demain à 20 heures avec Nicole Andrieux. Merci encore, Soraya Desmoura Frères. Merci. Merci à vous.